Bonjour à tous, Sacha et Jérémy, on est les cofondateurs de Bakerstaff, la première plateforme de renfort de personnel exclusivement dédiée à l'univers de la boulangerie. On vous partage notre premier épisode de notre podcast Nos pains, nos gains. L'idée, c'est de vous partager des discussions autour d'une table avec des entrepreneurs ou des personnages intéressants de l'univers de la boulangerie. Donc, on vous souhaite un bon premier visionnage à tous et à très bientôt. Quand tu travailles 10 ans, que tu économises sou par sou et que tu arrives et que tu fais tapis pour pouvoir acquérir ton premier fonds de commerce, tu n'as pas le droit de te tromper. On est 600 collaborateurs dans la boîte. Quand tu sais exactement où est-ce que tu vas et la façon dont tu y vas, ça se ressent dans les équipes. Des fois, c'est violent, faut pas se leurrer. J'ai même pensé à vendre ma boîte, Maison Landemain. Au fond de moi, je savais que je tenais un truc extraordinaire si ça marchait. Il y a la BBC qui est venue il y a 3 semaines faire un reportage. En fait, cette marque-là, elle est presque plus puissante à l'international qu'en national. Les choses ont changé. Et regarder l'entreprise que par le prisme de son résultat financier, c'est presque débile aujourd'hui. Rodolphe, merci d'être là. On est hyper content de te recevoir. Pour nous, c'était un peu une évidence de t'avoir sur le premier épisode. T'es un peu un modèle de réussite dans la boulangerie. T'as fait pas mal de choses. Sacha et moi, on est passionnés d'entrepreneuriat et on a très envie de comprendre un petit peu ton parcours, ton histoire, par où t'es passé. T'as créé d'abord Maison Landemain. T'as fait pas mal de choses. T'as aussi lancé maintenant, plus récemment, Land & Monkeys, qui est un système de franchise hyper intéressant. Et voilà. Et du coup, on voudrait partager ça un peu avec nos auditeurs, comprendre un petit peu ton mindset, par où t'es passé. Du coup, toi, t'es pâtissier de formation, c'est ça ? Ouais, je suis pâtissier de formation. Ok. Plutôt pâtissier que boulanger. T'as eu un déclic. Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus ? En fait, tu rentres souvent sur le métier de boulanger-pâtissier, tu rentres souvent par un des deux métiers. Quand tu t'installes, souvent, tu apprends l'autre métier que tu n'as pas appris au départ. Moi, j'ai d'abord une formation de pâtissière où je me suis formé chez les Compagnons de Loire. Le principe, c'est de passer par diverses entreprises et faire son tour de France. Donc, c'est un tour de France qui dure entre 5 et 7 ans, dans lequel il y a une vingtaine de métiers manuels. On vit en communauté, on vit en siège, on fait un travail d'adoption quand on rentre chez les Compagnons et un travail de réception quand on finit notre tour de France. Donc, j'ai commencé par la pâtisserie et ensuite, bien sûr, je me suis formé sur la boulangerie avant d'ouvrir mon premier fonds de commerce. Ok. Et pâtissier plutôt que boulanger, t'as eu parce que t'étais vraiment intéressé par ce métier-là plus que la boulangerie, est-ce que... Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question en fait. Je trouve que à l'époque, le métier de boulanger était un peu dénigré, alors que maintenant, ça serait à refaire. Je pense que j'aurais fait l'inverse. J'aurais d'abord commencé par la boulangerie, qui, je trouve, un métier fait encore plus de sens parce que tu nourris les gens. C'est plus élégant, je trouve. Mais c'était un métier qui était un petit peu plus dénigré que maintenant. Je trouve qu'il est devenu, il a un petit peu redoré son blason. C'est un métier qui est redevenu un peu plus sexy qu'avant. Et peut-être que le métier de pâtissier est un peu plus sexy à l'époque. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et tu penses, Rodolphe, que c'est un podcast qui est pour potentiellement des jeunes boulangers ou des jeunes pâtissiers qui veulent ouvrir leur point de vente, ou alors des néophytes de la boulangerie. Tu penses que ton expérience de pâtissier t'a aidé en fait dans tout ton parcours que tu vas nous raconter Ouais, je pense qu'en fait, le mindset du pâtissier, il est un peu plus méticuleux. Donc, on va dire que le mec qui vient de la pâtisserie, qui évolue vers la boulange, il est un peu plus pointilleux, précis, tu vois, avec un mindset un peu plus précis, un peu plus chimiste du métier. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce qui traque un peu ce métier-là, c'est quand même le pain et la boulangerie avec l'ensemble de ce qu'il y a derrière. Quand je dis boulangerie, c'est aussi la viennoiserie, la tarterie ou la boulangerie, la pâtisserie boulangère, comme on dit, la pâtisserie simple, tu vois. Donc, je conseillerais quand même à des jeunes de plus aller vers un métier qui est proche de la boulangerie, ouais. Ok. Et tu conseillerais à un jeune qui, par exemple, a fait une école de commerce ou de la finance ou de la décoration, si lui veut se lancer dans la boulangerie, tu lui dirais quoi ? Tu lui dirais fais ton CAP ou alors entoure-toi des bonnes personnes ? Franchement, c'est sur le terrain qu'on apprend ce métier-là. Donc, pas trop de théorie, mais plus de la pratique. Aller au laboratoire, travailler. Et bien sûr, sélectionner des bonnes maisons dans lesquelles tu vas apprendre dans des petites entreprises artisanales avec qui tu vas travailler et faire plusieurs choses dans ta journée. Et des entreprises un peu plus grosses dans lesquelles tu vas apprendre la méthodo, l'organisation, une organisation un peu différente dans le sens où ça va te servir pour faire croître ton entreprise. Si tu es habitué à juste des petites quantités de fabrication et puis d'un coup, tu passes à l'échelle, tu sais organiser un labo de production ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut panacher un petit peu, mais aller dans des entreprises à taille humaine, 10, 15, 20 salariés, dans lesquels tu fais un peu tous les postes. Voilà, mais pas trop de théorie. Je ne suis pas fan de la théorie. Je pense que le gars qui est derrière son marbre, il apprend bien plus. Tu peux nous parler un peu de
ton groupe Maison Lendemain, un peu l'endettement de Keys après, mais on y reviendra, je pense. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu de chiffres, tu vois, sur ton démarrage, c'était quoi les grosses étapes, nous parler un peu Je pense que la première étape la plus significative, c'est vraiment l'acquisition d'un premier fonds de commerce et le démarrage comme tout. Donc, c'est une grosse étape parce que mine de rien, c'est pas quelques mois de recherche d'une entité, c'est 10 ans de travail. En fait, la première entité, elle vient chapeauter le travail de 10, 12, 15 ans, parfois moins, parfois plus, d'un apprentissage, de l'apprentissage d'un métier en soi. Et forcément, on n'a pas beaucoup d'expérience et c'est là où on peut faire énormément d'erreurs. On met quand même beaucoup d'argent sur le tapis. C'est l'argent qu'on a gagné parfois en économisant et en travaillant longtemps. Donc, le premier move, la première acquisition de ce fonds de commerce, elle est critique. Et c'est souvent ce qui lance les entreprises qui sont à succès derrière. C'est d'abord la réussite de la première entreprise. T'as eu peur, toi, quand t'as lancé ta première ? Ouais, enfin, peur, peut-être pas, mais l'appréhension quand même. Parce que tu sais que tu fais... Enfin, tu mets quand même... Ça dépend d'où tu viens. Moi, c'était toutes mes économies que je mettais dans cette première acquisition. Vraiment. T'avais quel âge ? J'avais 27 ans. Tôt. Donc, tôt. Et puis, je venais d'un milieu très populaire. J'avais pas d'argent. Donc, en fait, j'avais vraiment économisé. Enfin, j'avais cette perspective de m'installer. C'était le but d'avoir embrassé ce métier-là. C'était de me dire, j'ouvre une entreprise et je la développe. Donc, quand tu travailles 10 ans, que tu économises sou par sou et que tu arrives et que tu fais tapis pour pouvoir acquérir ton premier fonds de commerce, tu n'as pas le droit de te tromper, quoi, tu vois. Combien c'était, c'est pas indiscret, ton apport sur ta première boutique ? J'avais 150 000 euros d'apport. Ah, quand même. Ouais. Ah ouais, on est sur des sacrés apports. Et en win en plus. Ouais, c'est ça. Et 150 000 d'euros d'apport. Quand tu fais l'acquisition d'un premier fonds de commerce, souvent les banques te demandent un bon tiers. Donc, tu peux pas aussi targeter des chiffres d'affaires qui sont significatifs. Tu prends quand même une entreprise qui n'a pas un gros chiffre d'affaires, sauf si tu pars sur une création. Donc, tu opères quand même un fonds de commerce qui n'est pas de grande taille, donc il faut qu'il ait des perspectives de croissance. C'est ça. En fait, tu mises sur le potentiel de l'emplacement que tu vas acquérir. Ton premier emplacement, c'était où ? Rue de Clichy, dans le 9e. 56 rue de Clichy. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était... qui fait l'angle. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est belle, cette boutique. Ouais, elle est belle. Et c'était l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon prestage avant de rentrer chez les Compagnons. C'était une entreprise qui fonctionnait super bien, qui était tombée en désuétude avec un premier redressement, voire 2 redressements judiciaires coup sur coup. Donc, dossier dur à faire passer en banque aussi. Et pourquoi vous ? Pourquoi ça va marcher quand vous allez arriver, tu vois ? Et 27 ans aussi. Et ça, et 27 ans, pas d'expérience entrepreneuriale. Oui, bon CV, ok, important, compagnon, grande maison, etc. Mais pour assurer les banques, sur un emplacement qui a fait 2 redressements judiciaires, tu vois, il fallait convaincre, tu vois. Donc, j'avais un apport significatif et c'est comme ça que l'histoire de Maison Lendemain commence, quoi. Donc, elle existe encore, cette boutique ? Ouais, elle existe encore. Elle cartonne. Tout va bien. Mais c'est ce qui te lance, en fait, tu vois, parce qu'on a fait x3, x4 en 2 ans. Donc, c'est ça, c'est la rampe de lancement pour un commerce. Et toutes les marques que je connais, ça s'est passé de cette façon-là. C'est-à-dire que la première lance le début de l'aventure. Si tu commences à ramer sur la première, à avoir du mal, bah, en plus, ça t'épuise. Tu perds un peu confiance en toi. Avant le podcast, on a beaucoup discuté, on parlait des levées de fonds. Ouais. Toi, t'en penses quoi de c'est un vaste sujet. Je te parle dans la boulangerie, il y a certains entrepreneurs qui lèvent des fonds dans la boulangerie. Toi, t'es pour une croissance maîtrisée, dopée, tu vois, à coup de vitamines. C'est une super question. En fait, je pense que c'est pas du tout binaire. Il y a plusieurs paradigmes. La première, c'est que ça dépend du profil du chef d'entreprise. Je pense qu'il y en a qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir un board des financiers et de partager les prises de décision, des choses comme ça. D'autres qui ont plus d'appétence pour la liberté, être totalement seul à bord et de prendre les décisions. Et après, les objectifs aussi. Les objectifs, est-ce que tu souhaites faire un groupe francilien, national ou international ? Dans ce cas-là, tu as peut-être besoin d'avoir au moment des ressources financières pour pouvoir accélérer. Ou est-ce que tu décides de te mettre à bord, de faire un groupe qui est un peu plus petit, mais dans lequel tu vas opérer tout seul et tu vas avoir une vision un peu plus long terme, prendre le temps de faire des pauses dans ton entreprise avant de faire d'autres acquisitions. Donc, c'est pas mal de paradigmes et de l'âge que tu as aussi. Est-ce que tu as envie d'exit et de passer à autre chose ? Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des exits dans la boulangerie ? C'est pas trop l'état d'esprit parce que tu sais, on n'est pas dans la startup nation. Donc, on n'est pas avec lever, exit, tu vois. Mais ça change parce qu'en fait, tu as des profils qui viennent à ces professions-là qui sont plus les mêmes, qui sont des profils un peu grande école. D'ailleurs, qui apportent des choses, je trouve, au métier, qui boostent un peu la façon dont on opère ce métier-là et qui
et qui permettent de partir un peu en arborescence sur justement des développements différents avec des stratégies de développement différentes. Ouais. Ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous rappeler si toi, tu as fait une levée de fonds ou pas? Moi, j'en ai pas fait. Donc, tu es 100% patron de Landomaine et de Land & Monkeys. Exactement. Okay, Ouais. bravo. Ouais, c'est cool. Et comment tu as fait du coup? Parce que tu es pâtissier. Tu as été pâtissier pendant combien de temps en tant que salarié avant de te lancer? Alors, 7-8 ans, ouais. 7-8 ans, Ouais. ok. Et ensuite, tu te lances et tu te dis quoi? Comment tu te structures? T'as pas de connaissances pour monter une boîte à ce moment-là? Non. Faut avoir une grosse appétence pour, bien sûr, l'aventure, parce que tu vas continuellement apprendre plein de choses, mais comme tout entrepreneur, j'ai envie de dire. Et après, moi, j'avais personnellement l'envie déjà de développer une entreprise et pas de juste avoir un fonds de commerce et de gérer ce fonds de commerce-là. J'avais vraiment envie de faire croître une entreprise. C'était ça qui m'animait. Et c'est vrai que ce sujet-là, moi, j'ai pas passé de diplôme de finance, d'économie, de choses comme ça. Donc, tu les apprends sur le tard. Et bon, bah là, faut faire prendre d'humilité, apprendre, échanger, partager, prendre le temps surtout aussi. Et puis, tu te plantes sur plein de choses. En vérité, tu fais plein d'erreurs. Mais c'est pas très grave. Tu fais des échecs, tu recommences. Et puis, le principal, c'est que ça tue pas ta boîte, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ces sujets-là de croissance, c'est des sujets qui reviennent tout le temps dans n'importe quelle entreprise. Et est-ce que tu prends les fonctions dont tu as besoin et tu pousses après? Est-ce que tu onboardes au fur et à mesure que tu as de la croissance de ton entreprise? C'est un vrai sujet. Il y a 2 strates, pareil. Il y en a qui vont dire, moi, je recrute toutes les personnes dont j'ai besoin et je pousse fort. Et il y en a qui vont dire, bon, OK, au fur et à mesure du développement de ma boîte, j'alloue 5, 6, 7, 8% aux fonctions support. Moi, c'est le choix que j'ai fait plutôt, c'est de dire, j'alloue un pourcentage du chiffre aux fonctions support. Après, tu décides les postes les plus importants à faire rentrer au fil de ton développement. Un DAF, je sais pas, un DRH. Et puis tu onboardes comme ça les profils dont tu as besoin à des strates différentes de ta boîte. Et du coup, chez toi, c'est quoi les postes hyper clés qui t'ont fait passer à une échelle supérieure? T'as recruté un DAF, c'est un responsable prod? Ouais. C'est évident qu'à un moment donné, un RH tu es limité sur la façon d'organiser le back-office, potentiellement, pour optimiser le back-office. Et j'ai fait assez vite le choix de faire entrer un profil très fort sur la capacité à justement organiser ce back-office. Donc Quand tu parles de back-office, c'est? Enfin, tout ce qui est fonction support. Okay. Tout ce qui est bureau, quoi, mais fonction support. Pas l'opérationnel dans les entreprises. Et mais moi qui suis allé dans tes bureaux avec Jérémy, c'est drôle parce qu'on a l'impression en fait d'être dans une grosse PME, mais encore à taille humaine où ça bouge de partout, t'as une énergie quoi. On n'a pas compris quand on est monté. Et c'est au-dessus d'une boulangerie, donc c'est. Bah là, on est passé ETI depuis 2 ans là, parce qu'on est 600 collaborateurs dans la boîte et organisé. Enfin, tu vois, le sujet c'est vraiment comment quelqu'un va apporter son savoir pour structurer en fait ces fonctions-là et les optimiser, et que tu puisses fermer ce secteur-là, au moins qu'il soit plus ou moins sous contrôle, et te focaliser sur tes skills à toi naturels qui sont le produit, la recherche d'emplacement, la recherche de profil et des choses comme ça. Tiens, c'est quoi tes skills, toi, qui font que tu es un bon entrepreneur? Ouais, mais c'est à peu près ces mêmes ressorts pour tout le monde. Hein. C'est la capacité à se remettre en question assez rapide, de façon continue. Alors, discuter de l'ego voilà, avant de rentrer. Ouais, ça c'est hyper important. C'est mettre son ego de côté et tout, parce que tu fais que des conneries en fait. Faut le dire franchement, tu fais plein d'erreurs, tout ça, mais te dire bon, c'est pas grave, je vais corriger et puis on va trouver comment ça va se passer. C'est mieux d'avoir un peu plus de confiance en soi que pas assez quand même. Tu vois, faut avoir un peu être sûr de ce qu'il va faire. Et ce qu'on dit pas assez, je trouve, la vision claire de la façon dont tu articules ton développement. En fait, il y en a peu je trouve qu'ils le sous-pondèrent. C'est finalement quand tu sais exactement où est-ce que tu vas et la façon dont tu y vas, ça se ressent dans les équipes parce que quelque part, tu es un peu l'éclaireur. Et ça rassure, tu vois, parce que la posture de l'éclaireur, elle est importante dans une boîte. La méthode pour développer de A à B, j'ai envie de dire que tout le monde sait la faire. Par contre, le profil de l'entrepreneur qui sait exactement quel est l'ADN de sa boîte, qu'est-ce que c'est son entreprise et pourquoi ça fonctionne et comment il doit continuer à la développer, et donc qui a une vision assez claire en fait, c'est très, très limpide dans sa tête, ça se ressent,
dans son développement, dans ses échanges avec ses équipes, etc. Tiens, et je pense que ça rassure. Excuse-moi, je te coupe, mais sur la vision, toi, tu l'as travaillé ou c'est naturel depuis le début, tu sais où tu veux aller, ou alors et ça rejoint un peu le pourquoi tu nous parlais de, en fait, tu as toujours voulu créer une entreprise, voir un groupe. Est-ce que ton why change de jour en jour? Enfin, pas de jour en jour, mais est-ce que en fait, tes ambitions et tes objectifs ont changé par rapport au day one en fait, du lancement de Maison Lendemain? Là, c'est quoi ton why interne? Non, mais bien sûr qu'il évolue, et heureusement, parce que ça veut dire que tu restes arc-bouté sur ton mindset d'il y a 15 ans. Donc, ça peut pas fonctionner comme ça. Et c'est tout le côté ambigu de la chose, en fait. La capacité à muter, évoluer, parce que tu prends conscience de la société qui change. Donc, tu es capable de l'articuler dans ton entreprise tout en restant sur les fondamentaux. Donc, sur le papier, c'est paradoxal, puisqu'en fait, tu es en train de dire, moi, je sais exactement qui je suis, la façon... Donc, c'est être focus, en fait, mais à prendre toutes les aspérités des évolutions sociétales et à les plugger dans ton entreprise. Donc, et finalement, tu te transformes... Tu changes. Exactement. À 27 ans, tu n'étais pas... Mais oui, c'est ça. Pas comme aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, en fait, ton why, bien sûr qu'il change au bout d'un moment. Enfin, il change pas régulièrement, mais il y a des... moi, je pense qu'il y a des déclics à un moment de vie, des rencontres ou des choses qui arrivent qui font évoluer sur ta raison d'être et pourquoi tu entreprends. D'ailleurs, je trouve c'est intéressant parce que le why, maintenant, quand même, il évolue dans pas... Enfin, avant, il était très focus sur la création de valeur, mais le why des boîtes qui se montent maintenant, il est beaucoup plus panaché, différent. On voit des choses assez jolies de gens qui montent des entreprises pour des raisons différentes que la pure création de valeur. Ça, c'est intéressant. C'était pas le cas il y a peut-être une vingtaine d'années où, en fait, c'était focus sur la création de valeur pure. Donc, une entreprise, ça peut être un véhicule d'autre chose, une autre raison d'être. Et la tienne, du coup du coup, par exemple, c'est clair que quand on parle, par exemple, de Len & Monkeys, qui est une espèce de spin-off qui est arrivé dans la boîte sur le tard, puisque moi, j'ai adopté un régime végétalien et que j'étais sensible à ces sujets d'impact sur la biosphère par l'assiette, d'éthique animale, de choses qui se recoupent, mais avec beaucoup de portes d'entrée sur ces sujets de ne pas manger des animaux. Ce spin-off qui est né, qui est Len & Monkeys, c'est justement le why qui avait évolué en moi et une volonté hyper forte de prouver qu'on pouvait se faire plaisir en mangeant différemment, en ne consommant pas de produits animaux. Et comme j'étais boulanger-pâtissier, l'idée saugrenue de se dire je prends un métier aussi traditionnel que celui de la boulangerie, pâtisserie française, qui a des centaines d'années et qui s'arc-boute sur une tradition très forte, de le prendre et de le faire twister vers quelque chose qui est plus en adéquation, je trouve, avec les problématiques du XXIe siècle. C'était un vrai défi intellectuel et un vrai défi technique, mais c'était aussi moi qui avais évolué en tant qu'entrepreneur et qui avait envie de porter d'autres sujets. Donc le prétexte, c'est la boulange, mais derrière, c'est la porte d'entrée pour questionner les gens autour d'un sujet. Et ça démarre d'une conviction personnelle. Exactement. Et quand est-ce que c'est arrivé, ce passage il y a une dizaine d'années. En fait, j'étais végétarien avant. C'est vrai que quand je suis passé végétalien, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus consommer d'animaux, il y avait des raisons éthiques, morales, philosophiques puissantes, tu vois, qui ont remis en question ce que je faisais au quotidien. J'ai même pensé à vendre ma boîte, Maison Lendemain, parce que c'était difficile pour moi d'opérer une boîte dans laquelle je n'étais pas en adéquation intellectuellement. Et plutôt que de la céder, je me suis dit que, comme j'avais une tribune aussi au travers de Maison Lendemain, certaines reconnaissances dans la profession, je pouvais me servir de ça comme tribune pour essayer de faire naître quelque chose de nouveau. Et comme dans les débats, il n'y avait pas vraiment d'évolution à cette époque-là sur ces sujets-là, enfin, tout le monde s'en foutait, pour le dire simplement. En fait, le mieux, c'était de passer à l'action et de mener des actions plutôt que d'être un taiseux autour d'une table, mais d'être un doueur, tu vois, et de faire des choses qui montrent que ces idées ne sont pas des idées purement utopiques. Et donc, c'est comme ça te donne une envie, une volonté de créer des choses nouvelles, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Je te cache pas qu'il y a une dizaine d'années, enfin, moi, j'avais ça au fond de moi, j'en ai pas parlé tout de suite aux équipes, mais c'était fou d'imaginer qu'on puisse faire une boulangerie-pâtisserie sans produits animaux du tout, il y a 10-15 ans, vraiment. Et même moi, je savais pas si j'allais y arriver, quoi. C'était même passionnant parce que, en fait, au fond de moi, je savais que je tenais un truc extraordinaire si ça marchait.
Et on s'est foutu de ta gueule au début ou on te... Non, pas foutu de ma gueule, parce qu'en fait, il y avait Maison Landmen qui tu dis, en fait, tu sais, tu opères une entreprise qui s'est développée, qui fonctionne. Crédibilité. Ouais, t'as de la crédibilité, exactement, mais on va pas se foutre de ta gueule, mais on prenait pas au sérieux ces sujets-là. Je pense que ça restait pour les gens une niche, une archi-niche qui resterait une niche, peut-être même une tendance qui passerait, mais pas un sujet de fond, alors que l'intuition que j'avais, c'était plutôt que c'était une lame de fond qui arrivait, c'est une déflagration dans la société. Et que on ne pouvait pas nier le fait est qu'il y ait des gens qui décident d'adopter ces régimes-là ou de diminuer fortement leur consommation de produits animaux, ou que, et là, par défaut, c'était mon intuition, que les sociétés aillent naturellement vers une alimentation plus végétale par souci d'efficience. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte trop cher en énergie, en ressources, de nourrir des animaux, il faut le dire simplement. C'est juste que tu peux rendre des terres, donc ça ne veut pas dire devenir végétarien ou végétalien, mais rendre des terres arables. En diminuant fortement la consommation de protéines animales, tu rends des terres à la nature et tu peux nourrir directement, au lieu de filtrer ces aliments par un animal, manger directement ce qui est produit par la terre, tout simplement, et tu es beaucoup plus efficient. Donc moins de terres arables, moins d'eau à utiliser. On regarde quand il y a eu l'épisode 2022 et qu'on a vu qu'il y avait des tensions sur l'eau, même dans un pays comme la France, alors qu'on pourrait directement faire pousser des légumes, des fruits et se nourrir directement. En fait, tous ces sujets-là, en fait, ce que je veux dire, c'est que au-delà de l'éthique animale, de moins peser sur la biosphère, etc., c'était de se dire qu'on le veuille ou non, par souci d'efficience, on végétalisera notre alimentation. Donc, c'était le pari business aussi, ça. Et c'est la vision que tu portes avec Land & Monkeys. Exactement. Et donc, du coup, forcément, il y a une transmission aux équipes et des investissements parce que tu es convaincu que dans les prochaines années, ça sera une norme. Et même pas que ça, en fait. Et même là, tu vois, de façon un peu plus réducteur, mais d'un point de vue business simple, quand j'ai commencé à partager ces idées-là à mes équipes support, ils m'ont regardé en se disant, le mec, il est dans une secte. Je te jure que c'est vrai. J'ai perdu un tiers des mecs de mon... Ah ouais, c'était énorme. C'était violent. Et j'en ai viré autant, quoi, tu vois. Parce que le sujet est complexe ou parce que... Mais parce que les mecs, ils voulaient pas qu'on touche au sacro-saint de la boîte qui allait bien, et que tout d'un coup, j'étais en train de renverser la table et dire, on va faire ça. Il y en a qui sont revenus ou pas? Non, il y en a. Par contre, ils m'ont tous dit, ouais, c'est toi qui avais raison. Magnifique. Mais sympa. Parce que c'est pas un discours. Comme on l'entend là, c'est pas un discours d'un mec qui est illuminé. C'est un discours qui est construit, factuel. Oui, mais et la communication globale, elle est de plus en plus dans ce sens-là, parce que du coup, maintenant, on en parle, quoi. Exactement. Ouais. Ça s'est installé socialement, tu vois. C'est même accepté parce que tout le monde a conscience des chiffres macro, de l'impact de ce que c'est. Enfin, plus ou moins. Mais donc, en fait, c'est en train de changer. C'est comme quelqu'un qui prend l'avion, tu sais, pour aller au bout du monde, il a presque justifié en disant, ouais, tu sais, en fait, j'en fais qu'un par an. Enfin, tu vois, les rapports commencent. Tu prends plus l'avion, toi, c'est ça? Non, je prends plus l'avion, ouais. Et comment tu fais pour aller dans tes... Parce que tu as des boutiques à l'étranger? Ouais, à Tokyo. Et à Tokyo, comment tu fais pour aller à Tokyo? Moi, j'y vais plus, c'est ma femme qui s'occupe. Ma femme est japonaise, donc c'est elle qui s'occupe des magasins Tokyo Eat. Et je veux dire, tu dois être cohérent avec les idées que tu portes, tu vois. Et en fait, les sujets sont tellement puissants et anxiogènes que tu peux pas seulement être, comme on disait tout à l'heure, un taiseux autour de la table en disant faudrait Yaka, Faucon. Mais en fait, je pense que c'est plus puissant d'incarner les idées que de les théoriser autour de débats mondains dans le 8e arrondissement, tu vois. C'est beaucoup plus fort. Et sans être moralisateur, encore une fois, sans imposer aux autres. Juste ta posture. Et c'est hyper intéressant en plus parce que du coup, tu veux bien nous redéfinir rapidement Land & Monkeys, ce que tu fais exactement, ce que tu proposes? Ouais, donc Land & Monkeys, comme c'était une marque qui se voulait d'une certaine façon éthique, mais efficiente aussi, c'est faire plaisir aux gens en pesant moins sur la biosphère. On a fait beaucoup de choses. Déjà, on a fait un audit carbone entre une boulangerie Maison Landmen et Land & Monkeys pour montrer qu'on était beaucoup plus à chiffre d'affaires égal, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, beaucoup plus efficient qu'on décarbonait à hauteur de 30-35%. C'est-à-dire qu'en fait, à chiffre d'affaires égal, tu émets moins de CO2 puisque tu as végétalisé ton offre. Deuxièmement, toute la dimension éthique puisqu'on ne tue pas d'animal pour faire tourner nos boulangeries. Donc, à chaque fois qu'on ouvre une boulangerie-pâtisserie de la Land & Monkeys et qu'on fait passer 600, 700 personnes par jour, tu as 600, 700 personnes par jour par entité qui ne consomment pas d'animaux. Tu vois. Après, pour ne pas la circonscrire autour uniquement de l'éthique animale, je me suis dit, bon, ok, faisons le commerce de retail du 21e siècle. En fait, ne prenons pas que le paradigme de l'éthique animale et de la protéine animale
et j'ai écrit toutes les problématiques. On a écrit les problématiques du retail, donc le plastique. Et il y a plein de plastique dans les meubles libre-service, tout ça. Donc, nous, on l'a enlevé. Boum, pas de plastique. La protéine humaine n'est pas efficiente. Boum, on l'a enlevé. La redistribution de valeur, c'est pas qu'il y ait trop de différence entre le plus petit salaire et le plus gros salaire. On l'a capé. On a dit, le plus gros salaire de cette boîte, il ne dépassera pas X. Tu vois, j'ai cédé 20% des titres de la holding à un fonds de dotation. Et ce fonds de dotation, ce qu'il fait, c'est qu'il rachète des centaines d'hectares qu'on laisse en rewilding, en libre évolution. Tu vois. Donc, quand on distribue des dividendes, au fur et à mesure que l'entreprise croît, elle crée de la valeur et une partie est fléchée vers ce fonds de dotation. Et ce fonds de dotation protège la biodiversité par l'outil du rewilding. Okay. Et pour bien comprendre, ce fonds de dotation, c'est comme du mécénat, ou c'est un don. C'est la pure philanthropie. C'est la pure philanthropie. Et en fait, les titres, tu les vends pas au fonds de dotation. Tu les donnes. Donc, en fait, les titres que tu donnes au fonds de dotation, c'est autant de valeur que tu lègues à ce fonds de dotation. Ça s'appelle les fondations actionnaires. Et le principe, c'est de réconcilier création de valeur et philanthropie. Et ce qui est cool, c'est que tu peux continuer à faire croître ton entreprise, mais qu'elle amène un projet sociétal qui est souvent en lien avec ta sensibilité personnelle, parce que chacun peut donner un sens différent à son fonds de dotation, mais tu vois, au lieu de faire, de diffuser un peu d'argent par capillarité vers le tissu associatif national, là, c'est pas par capillarité, c'est que si tu imagines toutes les entreprises faisaient ça, ce serait des milliards, enfin beaucoup d'argent, beaucoup de ressources qui iraient vers le tissu associatif pour le bien commun, pour créer autre chose. Une dernière petite question, juste, je reviens sur Land & Monkey. Je me mettais, tu vois, dans la place de la personne qui voudrait ouvrir une franchise avec toi. Comment ça fonctionne? Il y a un process? C'est quoi les avantages? Quels sont les avantages vraiment qu'il a? Alors, c'est classique de la franchise. Ils viennent à nous. On cherche bien sûr des profils vachement entrepreneurs, si possible, qui ont déjà opéré du retail, des choses comme ça. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. De profils qui comprennent la puissance de ce qu'on est en train d'initier et les perspectives qui sont en lien, qui sont en phase avec nous sur les perspectives d'un marché qui est en train de croître sur ces segments-là. Nous, on a quand même commencé, tu vois, à Paris, dans une ville et un pays qui n'est pas très, très veggie-friendly quand même, tu vois. Donc, quand tu arrives à installer un réseau parisien dans un pays qui n'est pas veggie-friendly et que ça fonctionne, tu te dis que dans d'autres pays, ça sera un peu plus easy. D'ailleurs, les autres pays me disaient, t'es un fou d'avoir commencé à Paris, en France, tu vois, parce que nous, on sait très bien qu'on n'a pas une grande sensibilité sur ces jus-là. Donc, ils viennent à nous, on vérifie les profils, dans quelle ville ils veulent opérer. Donc, c'est des porteurs de projets. Est-ce qu'ils ont des ressources financières pour démarrer ce projet? On demande souvent à ce qu'ils aient à peu près 200 K d'apport pour pouvoir... C'est quand même un peu de CAPEX pour monter une boulangerie, tu vois. C'est à peu près 1 million d'euros entre l'achat du fonds de commerce, les travaux, etc. Et puis après, quand ce porteur de projet, par exemple, sur une ville de Lyon... a été choisi, on se rencontre, et puis après, on est dans la recherche d'un emplacement ensemble. Ok, donc tu l'accompagnes tout au long... Alors, je ne l'accompagne pas. Ah, je peux lui proposer des choses, mais c'est quand même à lui de faire les démarches. En fait, il est son propre chef d'entreprise. Finalement, il va juste opérer sous une enseigne, mais il est autonome dans son choix décisionnaire de l'emplacement, qui est un choix important en plus. Et donc, on peut suggérer des choses, éventuellement. Tu vois, à Paris, là, on fait un +4 cette année sur Land & Monkeys avec des franchisés, parce qu'on avait 4 super porteurs de projets, entrepreneurs qui avaient des ressources financières sur la région parisienne. Bon, moi, je m'y suis collé parce que c'est un peu mon fief que je connais bien. On a fait boum, 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 tu vois, des super trucs. Et moi, je leur ai dit, j'ai ça, vas-y, regarde, le mec, j'adore. Et voilà. Et après, pour les villes comme là, on a signé Bordeaux, on est en route pour Aix-en-Provence, Lyon et Rennes. Et là, on est sur des gens qui sont des locaux et qui veulent opérer sous cette enseigne-là et qui sont proactifs sur la recherche d'un emplacement. C'est des exploitants où ils sont tous les jours dans la boutique, qui doivent avoir aussi des compétences de prod, ou alors ça peut être des investisseurs qui en fait voient ça comme un side project ou un investissement, tu vois, à côté de leur activité. Tu vois, c'est quoi le profil type? Sur les 10 premières, on va prendre des gens qui vont mettre les mains dans le cambouis. On veut que ce soit des gens qui soient dédiés quand même au projet, qui ont envie de bien opérer, qui ont envie que ce soit bien fait, etc. Après, c'est possible que dans le futur, il y ait des profils, comme tu viens de dire, qui soient plus business, parce qu'ils sont rassurés sur la marque et qui veulent diversifier leurs investissements. Mais en fait, si le mec est bon, je m'en fous, en fait. Si le mec sait opérer correctement,
même s'il a d'autres affaires, d'autres franchises et que ça fonctionne bien, mais qu'il dit, moi, j'y crois à ça, j'y vais. Why not? Comme on le disait en amont, je préfère quelqu'un qui soit comme ça et qui opère bien que quelqu'un qui soit éthiquement proche de nous et qui opère pas bien. Mais sur les premiers profils là qu'on a choisis, c'est des gens où on sent qui sont dédiés, tu vois, et qui vont opérer par eux-mêmes, déjà parce qu'ils mettent de l'argent sur la table. Et on a envie qu'ils soient dans... C'est un impondérable aussi du marché où si tu as des soucis de prod, si tu connais le métier, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Exactement. Ou alors tu connais Bakerstaff. Voilà. Ou alors tu connais Bakerstaff. Exactement. Et même avec Bakerstaff, il faut avoir des connaissances du métier bien sûr. Pour exécuter. Quoi. Voilà. Et on le sait très bien que tu sais, sur les 10 premières ouvertures franchises, il faut que tu prennes... tu sais, on a 10 demandes par semaine. Hein. Ah ouais, c'est énorme. 10 demandes par semaine. Et c'est quoi ton taux de filtre? C'est-à-dire, t'en 10 demandes par semaine, tu fais x50, ça fait combien? 500 mecs par an? Bon, allez, on va dire 400, pour pas jouer l'américain. Et ben on va dealer avec 6-7 mecs. Tu vois, on prend les... énorme filtre. Grave. On prend vraiment le top. Les mecs qui ont vraiment des parcours qui nous plaisent beaucoup. Des gens qui ont opéré des gros hyper, des gens qui ont fait du retail avant, qui ont opéré des marques, qui ont développé des marques à l'international. À Lyon, le mec, il a été agent IMO, il a ouvert des marques en Chine, à l'international, qu'il a développé. Il a fait du retail. Tu vois? Et c'est des gens que tu rencontres à chaque fois? Oui. Et est-ce que c'est des gens avec qui tu aimerais déjeuner? C'est des gens où tu as un vrai fit? Ou alors... Non, pour l'instant, ouais, c'est obligatoire que je fit avec le mec. Okay. Si, il y en a, j'ai eu juste ce téléphone 2 minutes, j'ai dit non, mais on vous rappelle, quoi, tu vois. Oui, mais on aime bien prendre cet exemple de... Non, il faut qu'en fait, là, je vais faire un déj, quoi. Parce que du coup, si tu peux pas faire un déj avec une personne, ça veut dire que... Non, mais exactement. Non, cette marque-là, elle porte trop de sujets. Et en fait, cette marque-là, elle va être mondiale. Je peux pas me rater sur... On s'est pas raté sur le réseau parisien, c'est bon, on est 80 personnes, ça cartonne, c'est super. On va cocher la case nationale avec la région. Une fois qu'on aura coché cette case-là, l'international, ça va être plus facile que d'opérer le national, j'en suis convaincu. J'ai pas de doute sur l'international. Et même si le national, la région fonctionnait pas, j'aurais pas de doute sur l'international. Que tu as déjà fait mais au Japon. Mais pas que ça, c'est qu'en fait, cette marque-là, elle est presque plus puissante à l'international qu'en national. C'est ma conviction. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils ont 10 ans d'avance. Plein de pays ont 10 ans d'avance sur ces sujets-là. T'as un exemple de pays? L'Angleterre. Ouais, les US. Les US. Les UK, il y a la BBC qui est venue il y a 3 semaines faire un reportage chez Land & Monkey où les mecs sont passionnés de voir l'entorse qu'on pourrait faire à notre culture. Bien sûr. En plus, un peu à l'anglaise, très content de nous mettre une petite crotte de nez dans la tête. Mais en fait, gentillette, tu vois, c'est toujours je t'aime moi non plus avec les Anglais, tu vois. Mais en fait, ils nous ont mis en avant quand même en disant ouais, les Français, ils mangent plus du croissant au beurre, ouais, tu vois. Mais en fin de compte, ils sont hyper contents parce que il y avait un article qui est sorti il y a 2 semaines qui disait que sur l'année 2023, il y avait eu 1 million d'Anglais qui étaient véganes en plus, d'1 million d'Anglais qui étaient passés sur un régime végétalien. T'as un peu le chiffre du nombre de véganes en France et en Europe? Ouais, alors sur l'Angleterre, par exemple à Londres, t'es sur 20% des 18-28 ans, 18-25 ans qui se disent véganes. 20%, mec. C'est du délire. C'est du délire. Je pense que personne ne connaît ces chiffres. Ne visualise la puissance du... Sur les Pays-Bas, on est à 50% de la population à l'horizon 2030 qui est végétarienne. Et en plus, on est quand même influencé par notre entourage, donc si on a de plus en plus, ça va faire boule de neige. Mais quand tu vas faire tes études, les jeunes, ils font quoi? Ils vont au Canada, ils vont au UK, ils vont machin, ils reviens, ils disent j'ai rencontré des mecs qui étaient végans. Papa, maman, je suis vegan. Et ils reviennent. Et papa, il dit mais c'est quoi? Ils reviennent, ils jettent le steak. Et papa, il dit oh sors le barbecue. C'est ouf ou quoi? Tu crois que je vais faire griller des poivrons? Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un article qui disait 1 million en une année de véganes au UK en plus. C'est ouf. C'est ouf. Donc, en fait, c'est exponentiel ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je te dis que j'ai aucun doute. Enfin, quand je suis à Turenne, dans la boutique vegan, dans la boutique de Land & Monkeys, il y a 40% des gens qui parlent anglais. Il y a des produits que mon Jay a été chercher ce matin, Land & Monkeys. Et en fait, c'est hyper beau. Si on ne dit pas que c'est hyper bon, que c'est vegan, tu peux pas le voir. C'est magnifique, c'est bien exécuté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, gourmand. Quoi. Gourmandise, ouais. Donc, c'est pour ça que je te disais que sur l'international, j'ai vraiment pas de doute. C'est juste parce que je rêve de cocher la région. Parce que c'est beau de te dire qu'en région, c'est que cette marque, elle n'est pas circonscrite aux bobos parisiens, tu vois.
l'archétype de ce que tu imagines quand tu penses véganisme avec la nana qui a les cheveux roses, tu vois, et qu'en fait, tu t'adresses finalement à tout le monde. Il faut savoir que dans nos boutiques, 80% des gens ne sont pas véganes, ni végétariens, 80%. Donc en fait, c'est des gens comme toi et moi. C'est juste que moi, c'est je suis business vegan. de passage, en placement, il rentre, c'est beau, C'est ça. ta vitrine est belle, voilà. Et donc, tes vendeurs tu sont coches, sympas. Et puis tu coches la région. Ça veut dire que tu es capable d'exporter cette marque-là en région. Donc, elle trouve sa place ailleurs. Et après, je déroule après. Ce qui est sûr, c'est que cette démarche-là est quand même assez rare. Ouais. Et surtout dans l'environnement de la boulangerie-pâtisserie. Enfin, Bien sûr. On n'a jamais vu ça à titre personnel. Il y en a peut-être d'autres, mais on ne les a jamais vus. C'est ça. Et une dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on travaille depuis 2 ans sur l'adoption de la triple comptabilité. Donc, c'est très nouveau. Ça vient des pays anglo-saxons et c'est formidable. C'est de se dire, je ne regarde pas la boîte uniquement par le prisme de son résultat financier. Je plug un compte de résultat dans lequel je vais choisir plusieurs métriques. Donc, souvent, c'est 3 métriques parce qu'il n'en faut pas trop. Et nous, on a pris 3 métriques qu'on suit chaque année, qui sont l'économie de terres arables, l'économie d'eau et la décarbonation. Et tous les ans, en fait, plus l'entreprise grandit et croît, plus on économise de surface de terres arables, d'eau et de tonnes carbone, versus un business, toutes choses égales par ailleurs, comme on disait. Et ça, tu montres qu'en fait, ton entreprise, elle a une raison de croître, puisqu'en fait, elle pèse positivement sur la société et la biosphère. Donc, en fait, c'est pas croître pour croître. C'est croître parce qu'en fait, à business égal par ailleurs, eh bien, tu pèses positivement. Et c'est la triple compta, c'est formidable. Je trouve que c'est un outil qui n'est pas assez utilisé dans les boîtes. C'est de se dire, en fait, comment moi, je contribue via ce que je suis en train d'opérer au bien commun. Hyper intéressant. Moi, je me souviens d'une interview de Bernard Tapie, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 80, où il dit que l'unité de mesure d'une entreprise, c'est l'argent. Exactement. Comme un coureur de 100 mètres, c'est le chronomètre, etc. Et toi, du coup, tu rajoutes 2 autres éléments, la triple compta, qui est nouveau et du coup, qui rentre de plus en plus dans les nouvelles sociétés. Mais est-ce que les anciens, les entrepreneurs qui ont 20-30 ans d'expérience, auront la capacité de se remettre en question pour intégrer ça, à ton avis? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, c'est les années 80, donc c'était il y a 45 ans, un demi-siècle. Les choses ont changé. Et regarder l'entreprise que par le prisme de son résultat financier, c'est presque débile aujourd'hui. Parce qu'en fait, on voit bien que, tu sais, le fameux jour zéro dans lequel on a consommé toutes les ressources qui ne se renouvellent pas, il avance d'année en année. Donc, en fait, ce n'est pas durable. Ce schéma n'est pas durable. Et une société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des ressources, elle les transforme et elle vend des biens. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de ressources et ça pèse sur la biosphère. C'est bien ce qu'on dit quand on parle de décroissance, de sobriété, de choses comme ça. Donc, en fait, il y a urgence à penser à un autre modèle d'entreprise qui soit durable, qui s'inscrive dans la durabilité ou au moins qui serve un projet dans des temps longs. Et quand tu plugues ce genre de choses-là, tu t'aperçois que le petit agriculteur qui fait de la permaculture sur 5 hectares, il a un truc qui est durable en milliers d'années. C'est pérenne son truc. Donc en fait, il y a l'urgence de penser le rôle d'une société, d'une entreprise dans la société, et quel est son rôle et comment elle peut peser positivement sur l'ensemble des choses et pas négativement. Donc ça veut dire, c'est quoi son sous-jacent? C'est quoi que j'opère? Est-ce que ça sert vraiment de monter cette boîte-là? Qu'est-ce que je fais de la création de valeur? Est-ce que j'ai raison de croître? Oui, croître, mais croître pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de cette création de valeur? Personne ne se pose cette question-là. Et finalement, comment elle s'inscrit dans le bien commun? Parce qu'au 19e siècle, le rôle de l'entreprise n'était pas la même que maintenant. Tu montais une entreprise si seulement elle apportait à la société. Donc, je pense que la finance a été trop loin et qu'il faut remettre l'entreprise dans un cadre qui s'inscrive plus socialement et qui soit moins greedy, quoi. Tout simplement, qui apporte différents... Mais je pense que et je suis convaincu de ça, c'est que sur le papier, c'est utopique, mais quand tu prends du recul, tu dis, mais ouais, ça fait complètement sens, en fait, tu vois. Et surtout, tu peux quand même gagner de l'argent, parce que je pense que le secteur est hyper porteur. Mais en plus, c'est ça. Vous n'êtes pas nombreux dessus. Ouais. Je sais qu'en mars 2023, tu as lancé un système de franchise. Ouais. Donc maintenant, moi, je serais très curieux de savoir un petit peu, de comprendre un petit peu ton raisonnement là-dessus. Jusqu'ici, tu as toujours été en succursale, c'était tes boutiques. Et là, tu as lancé un système de franchise. Pourquoi? Quel intérêt? Notre but avec Land & Monkey, on a une vision monde et très ambitieuse. C'est pas une vision où je suis propriétaire de mes 50 fonds de commerce et tout est à moi et ça m'appartient. C'est une vision dans laquelle tu veux croître très rapidement parce que tu veux peser positivement pour les choses dont on a parlé ensemble tout à l'heure. Tu penses qu'il y a un boulevard et qu'il faut aller vite. Exactement. Donc en fait,
tu as la notion de vélocité, de devoir aller vite. Et il y a plusieurs aussi choses sous-jacentes. C'est que tu veux partager la valeur. Donc, tu veux aussi des entrepreneurs qui viennent entreprendre avec cette marque, qui gagnent de l'argent et qui sont fiers de porter les valeurs qu'on porte, mais qui ne sont pas que des valeurs de philanthropie pure, qui sont aussi des valeurs d'entreprise. Et donc, de leur dire, tu peux adhérer ou pas, finalement, aux idées qu'on est en train de porter, mais peu importe, parce qu'en fait, je préfère presque quelqu'un qui adhère pas, mais qui soit bon et qui développe cette enseigne, parce que collatéralement, il va faire du bien. Il va faire du bien, que quelqu'un qui soit complètement, qui adhère complètement et qui opère pas très bien. Peu importe, en fait, j'ai envie de dire. Nous, on lui donne un outil et on lui dit, voilà ce qu'on a fait, ça fonctionne. Je pense qu'il y a un boulevard, donc si ça te tente, tu peux opérer quelque chose qui est en rupture complète avec l'existant. En fait, ce qu'il y a de beau avec Learn & Monkey, c'est qu'il n'y a pas souvent dans les business des vraies ruptures. En fait, c'est des marques qui se juxtaposent les unes derrière les autres, mais qui apportent pas vraiment grand-chose, en fait. Et ça tourne un peu en rond. Et les gens, quand ils me disaient, mais pourquoi tu réussis avec Maison Lendemain, je dis, mais j'invente rien. Je fais un bon croissant, un bon éclair, je prends un bon emplacement, je gère correctement la boîte et ça va tout seul. J'ai jamais rien inventé. Alors que tu sais, dans ces métiers-là, les mecs, ils pensent toujours qu'ils réinventent l'eau chaude, quoi. Alors que là, franchement, on a fait quelque chose qui est vraiment canon. Et en fait, je pense que si tu réinventes quelque chose, excuse-moi, je te coupe, mais si tu réinventes quelque chose dans la boulangerie, tu peux vraiment te foirer parce que les gens, c'est le domaine où c'est ancré dans les mœurs, surtout en France. Mais tu sais que quand on a ouvert le premier Learn & Monkey, j'ai pris mes équipes avant l'ouverture. Je leur ai dit, il y avait 12 collaborateurs, c'était nouveau. Je leur ai dit, bon, je ne sais pas ce que les gens vont dire. Ça se trouve, dans 6 mois, on est fermé. Mais en tout cas, soyez cool, même avec ceux qui seront méchants. Parce qu'il va y avoir des mecs qui vont faire plein de bisous. Parce que tous les gens véganes, machin, ils vont arriver, tu vois. Mais il va y avoir des mecs qui vont peut-être vous cracher à la gueule, quoi. Parce que, tu sais, on touche au sacro-saint de notre héritage socio-culturel français. Ils vont nous dire, ouais, vous êtes des sacrilèges. Enfin, sacrilèges, vous êtes des... Tu fais des croissants sans beurre, quand même. Ouais, voilà, c'est ça, des croissants sans beurre. On est passé sur la BBC, là. Et donc, soyez juste sympa, poli, et vous leur dites merci. Et s'ils veulent rien acheter, vous leur filez un truc. Et en fait, il y a eu 0 clients qui ont été méchants. C'était extraordinaire. Il y a même des petits vieux, tu vois, du quartier qui disaient « Ouais, j'aime pas le vegan, mais vous, je vous aime bien. » Tu vois ? Parce que tu avais exécuté les codes de la boulangerie et tu avais les basiques qui étaient ancrés, quoi. Exactement. Et parce que je pense qu'on n'avait pas été moralisateur. Il n'y avait pas le mot vegan. Il n'y avait pas genre ceci, cela. On ne connaît pas les gens de haut. Exactement. Nous, on a dit juste, OK, on vous propose cette offre-là. On va même pas la brand des véganes. Si c'est bon, bah, vous allez revenir. Et si c'est pas bon, bah, on va planter. Point final. Donc, on est rentré par le prisme de la gourmandise. Et la gourmandise, c'est quoi ? C'est le métier de boulanger-pâtissier, point final. Donc, on s'est concentré là-dessus. Donc, il y en a même qui savent pas que c'est vegan. Ils rentrent et en fait, ils consomment et ils disent, voilà, le pain est super bon, la viennoiserie est bonne. Et j'étais hyper content de voir plein de chefs de renom qui sont passés les semaines suivantes goûter, qui m'ont envoyé des messages en disant c'est fantastique ce que tu as fait, tu vois. Et tu vois, Pierre Hermé, pour pas le citer, qui à chaque fois qu'il passe dans les médias et tout, dit c'est un de mes anciens collaborateurs qui a lancé une marque de boulangerie-pâtisserie. T'as bossé avec Pierre Hermé ? Ouais. Quand tout début. Ouais, tout début, ouais. Et qui maintenant embrasse ces sujets-là et a fait un bouquin sur la pâtisserie végétale. Enfin, lui, il est extraordinaire parce que la capacité à se remettre en question en disant, moi, je ne croyais pas du tout, mais finalement, je me suis aperçu que ça pouvait être super bon. Quand il est venu chez Learn & Monkey, il a tout goûté, il disait, il mangeait tous les gâteaux, il disait, c'est trop bon, quoi. Donc, tu vois, c'est la classe, quoi. Ouais. Carrément. C'est trop bien. Incroyable. T'as convaincu Pierre Hermé. Ouais, mais... Magnifique. Et tous ceux qui sont venus. Donc, en fait, tu vois, je ne me considérais pas comme un créateur, mais c'est par le why dont on a parlé au début, ça m'a poussé à imaginer que ça soit possible, tu vois. Et ça, c'est un bon exemple de création de boîte qui vient par les tripes, par les guts, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. C'est intéressant. Parce que, et donc, tu vois comment le chemin de vie, comme on disait tout à l'heure, peut bifurquer suivant ce qui t'arrive aussi à toi. Parce que c'était pas écrit comme ça. Normalement, j'aurais peut-être pu continuer à développer Maison Lendemain paisiblement, tranquillement, puis la franchiser, puis continuer à faire croître cette boîte. Et puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui est venu bouleverser. Et c'est pour ça que la vie personnelle, enfin, ce qui t'arrive dans la vie personnelle est hyper impactante. Mais grave. Dans tes choix professionnels. Bien et sûr. même, voilà, si t'es heureux dans ta vie personnelle, ça se sent dans ton travail au quotidien. Ouais. Et tu m'as parlé de chefs et de noms impactants comme Pierre Hermé dans la pâtisserie.
eux-mêmes parlent souvent du changement du côté du personnel, du mode de management, etc. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut en parler un peu Oui, bien sûr. de ta vision, tu vois, de tes équipes? Tu nous parlais que tu gérais plus de 600 personnes. Ouais. Comment tu fais? Excuse-moi, Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est souvent le pain de la profession, mais le personnel. Pour moi, cette profession-là en particulier, et même la société ayant évolué, tu peux plus avoir le même rapport d'espèce de dominant à dominé ou de rapport un peu condescendant du patron, roi, tout-puissant qui décide. Qui met les pieds sur la table. Et ouais, c'est ça. Il faut vraiment un autre rapport. J'en suis convaincu de ça. Et honnêtement, le management de proximité, le dialogue, le respect profond du gars qui se lève pour travailler chez toi, mais profond, quoi, pas bullshit, c'est hyper important aujourd'hui, quoi. Alors, et après, pour les fonctions support, les gens qui ont envie de rejoindre des projets plus qu'un package, c'est encore plus fort. C'est le why dont on parlait tout à l'heure, il ne s'adresse pas qu'au patron maintenant, il s'adresse aussi aux cadres qui ont fait des belles études, etc., qui disent « mais moi, je rejoins une boîte aussi parce qu'elle porte comme valeur ». Tu vois, nous, dans le groupe, on n'a pas du tout de problème sur les fonctions support. Hein. Je veux dire, des CV, j'en ai une liste longue comme le bras, qui veulent rejoindre l'entreprise pour les raisons... Et la boulangerie plaît. Sur les fonctions support. Et après, pour le reste, c'est juste voilà, de la considération, du respect. C'est pas toujours facile. Hein. Moi, je parle de façon très théorique, là, tu vois. Parce que des fois, c'est violent. Faut pas se leurrer. Mais c'est d'essayer de respecter celui qui, tous les jours, vient travailler pour toi. Et honnêtement, quand tu fais un effort qui n'est pas un effort forcé, quand tu fais l'effort de faire attention à ceux qui travaillent pour toi, eh bien, tu arrives à finalement peu de turnover. Nous, on a très peu de turnover dans les équipes, surtout de production. C'est un truc de fou. T'es un des seuls du marché à avoir. Ouais, voilà, tout le monde dit ça. Et moi, je dis non, mais nous, ils bougent pas. Mais par contre, on les aime, en fait, pour de vrai. On les traite avec respect. On les écoute, tu sais. Management de proximité, j'y crois beaucoup. Moi, je demande à mes cadres de parler à leurs gars. Tu sais, avant, les gars, ils disaient... parce que c'est des métiers à dur, un peu rustres, tu vois. Ouais, tu vas là, tu commences à telle heure... c'est ça ta charge de travail, et puis le gars, 3 semaines après, il est plus là. Mais je dis, mais tu l'as accompagné ou pas? Tu as été avec lui 15 jours pour lui montrer qui on était, comment on travaillait, qu'ils se sentent soutenus, qu'ils ne sont pas perdus, tu vois. Regarde, toi, moi, quand tu as besoin, je te parle, donc je suis ton N+1, et quand tu as besoin, je suis toujours là, je vais prendre un café avec toi, on va bouffer, enfin, tu m'exposes tes problèmes, et puis ensemble, on essaie de trouver des solutions. Mais toi, tu le fais pas avec tes N-1. Donc tu me demandes de le faire avec moi, et tu le fais pas avec tes N-1. Donc on a rentrer cette culture du dialogue, de ce management un peu proche des gens, et ça fonctionne. Voilà. Et le rapport, c'est pas c'est moi le patron tout puissant, ils ferment leur gueule, et j'ai décidé que ça se passerait comme ça. C'est leur dire ouais merci, quoi, tu vois, tout simplement. Après c'est vrai que celui qui incarne, donc en l'occurrence le chef d'entreprise qui incarne le projet, ça joue aussi énormément. Bien sûr que tu vois, tu portes tu as une certaine posture qui fait que les gens adhèrent ou adhèrent pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais tu vois, tout ce dont on est en train de parler là, qui est un peu de l'ordre de l'intuitu, du 6e sens, moi, je pense que c'est hyper important. On va parler un peu de Bakerstaff, Rodolphe, si tu le veux bien. Bien sûr. L'idée, c'est aussi de faire connaître Bakerstaff, en fait, auprès de l'univers de la boulangerie-pâtisserie. Donc, du coup, en fait, Bakerstaff, c'est très simple. C'est une plateforme où on trouve... quand on est patron d'une boulangerie, où on trouve du personnel qualifié, qui ont un statut auto-entrepreneur, dans tous les métiers de la boulangerie. Donc, des boulangers, des pâtissiers, des tourriers, ce qui est de plus en plus rare. Et aussi, on fait les métiers de la vente. Donc, quelqu'un qui a une boulangerie ou plusieurs, qui a ses méthodes de production qui lui sont propres, il peut faire appel à nous dès qu'il a un arrêt, un absent, ou alors, ce qui arrive de plus en plus, un recrutement poussif. Il fait appel à nous, ça permet de déstresser déjà le chef d'entreprise et les équipes pour que tous les matins, en fait, tous les clients aient ce qu'ils souhaitent dans la boulangerie et que ça dérègle surtout pas les équipes. Parce qu'on peut toujours remettre la charge de travail sur une autre personne, mais au bout d'un moment, cette personne-là, elle en aura marre. Et c'est un risque aussi pour le patron, c'est que cette personne-là peut partir. Donc voilà, être très vigilant là-dessus. On a créé Bakerstaff pour aider le marché de la boulangerie-pâtisserie qui me tient à cœur à exécuter et à régler ce problème numéro 1 qui est le personnel. On est là pour ça. Sollicitez-nous. Nous, il n'y a pas de frais d'abonnement. Donc ça, c'est
hyper important de le préciser, faire une demande, c'est 100% gratuit. Donc le seul risque que vous prenez, c'est avoir une bonne personne. Si jamais vous avez une personne que vous ne sentez pas au niveau du savoir-être ou de ses compétences, ce qui arrive très peu chez nous parce qu'on fait des contrôles de référence, et ben vous pouvez arrêter. Donc en gros, tous les clients qui bossent avec nous, on en a plus de 150 en Ile-de-France et on a aussi d'autres clients partout en France. Faites appel à nous, définissez votre besoin. Chaque client a une personne dédiée dans la société qui s'occupe de son compte, de son besoin. On va voir les clients, nous on n'est pas dans notre bureau enfermé, on connaît le métier. Donc voilà, faites un test, ça vous coûte rien et au mieux vous avez une très bonne personne et au pire vous arrêtez. Mais les clients aujourd'hui sont très contents parce qu'on a des profils, on n'est pas des magiciens, on a des profils bons. Pourquoi ? Parce qu'on se mise et on repose sur le statut auto-entrepreneur, qui est un statut qui a été créé en 2009 et qui est un statut en constante évolution et qui séduit, je le répète, de plus en plus de profils. Donc en fait, on a des profils, c'est ce que vous recherchez, c'est un statut qui est de plus en plus en vogue et qui fonctionne. Et après, le mode de fonctionnement, c'est voilà, vous avez quelqu'un qui travaille, il est rentable dans votre entreprise, il est agile parce qu'il est à son compte, qui est quelqu'un qui se met à son compte. Nous, le profil des boulangers ou pâtissiers, c'est des gens qui sont responsables et débrouillards. On l'a dit, ils veulent avoir un complément de revenu ou alors ils veulent avoir un revenu complet en indépendant. C'est toujours pour une raison financière, de prise de compétences. Dans tous les cas, c'est des profils qui sont motivés. Et nous qui connaissons bien le marché, tous les patrons veulent des gens motivés. Donc voilà, nous on en a, faites appel à nous, c'est très simple, c'est une demande et après on s'occupe du reste. Surtout que c'est hyper intéressant, ils sont pas salariés chez nous, ils sont à leur compte, donc ils sont vraiment responsabilisés. Ils savent que si ça marche pas, ça s'arrête du jour au lendemain, il y a plus de revenus, donc on n'a que des profils vraiment débrouillards. C'est aussi important de le préciser. Il faut créer une auto-entreprise. Alors, on les aide surtout. Vraiment, on fait en sorte de tout pré-mâcher le travail avec eux pour que ce soit simple et efficace. Mais on a des profils qui sont confiants sur leurs compétences. Nous, on est confiants sur leur savoir-être aussi. Et qui peuvent du coup arriver. Et dès jour 1, jour 2, il y a toujours une petite capacité d'adaptation 24 heures pour juste le temps de prendre le pli dans la boutique. C'est pas forcément... les machines ne sont pas au même endroit, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est d'être rentable assez vite. Il y a aussi un point que je voulais aborder, c'est la partie prix, où beaucoup de nos clients en fait ont du mal à se rendre compte que 28 € ou 29 € ou 30 € de l'heure, en fait c'est peu, c'est même pas cher. Donc du coup en fait l'idée de se rendre compte que dans un salaire, il y a évidemment les charges, les congés, et de temps en temps dans les personnes intérimaires, il y a l'indemnité de précarité. Donc du coup il faut au minimum faire du x2 sur le revenu net, et donc du coup là quand on prend le prix 28 € de l'heure, en fait, c'est même pas cher. En fait. Donc, c'est une solution de renfort très rapide, de qualité, où on n'envoie que des bons profils, mais c'est aussi, en fait, un investissement. Le gars, en fait, il vous coûte 200 € au jour maximum, mais il vous rapporte beaucoup plus. Voilà, donc je voulais juste le préciser. Et si je me trompe pas, tu as été extra aussi à un moment entre le moment où tu étais pâtissier salarié. Ouais. Non, j'étais salarié et en plus je faisais des extras, tu faisais des extras à côté. Pour gagner de l'argent. Ouais. Ok. Et ça t'a apporté des choses en particulier L'argent. De l'argent. Nous, on a beaucoup de personnes qui nous disent c'est hyper bien de changer de boutique, voir d'autres façons de travailler. En fait, les jeunes, ils aiment bien. En fait, quand tu es jeune, tu peux aimer. Il y en a qui n'aiment pas les choses un peu statiques et qui aiment bien. Enchaîner les expériences parce qu'ils s'ennuient dans un poste, etc. Donc, encore une fois, tous les profils, peu importe s'il est bien comme ça, tant mieux. Dans une entreprise, on recherche plus la stabilité parce que c'est plus facile de construire avec quelqu'un qui est stable, mais ça a du sens aussi de pouvoir embrasser ce genre de façon de bosser. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, j'avais fait pas mal d'extras quand j'étais plus jeune à côté de mon travail pour gagner de l'argent. Je faisais une double journée, quoi. 8 h le matin pour apprendre, 8 h l'après-midi pour gagner des sous. Et on en rigolait, mais tu le faisais aussi pour l'argent, pour te constituer un apport. Ah non, mais c'est vrai. Pour ta première boutique. Ah non, mais c'est vrai. C'est essentiel. Ah, mais vraiment. Moi, on parle de plein de choses, mais si on n'a pas les fonds pour investir, bien sûr. En fait, ça n'a pas de sens. On peut sauf avoir si papa, maman, ils ont des sous, quoi. Tu vois, mais... Exactement, mais ce qui n'était pas ton cas au début. Ah non, ça, voilà. je peux te dire, il n'y en avait pas. J'avais pour gratter les fonds de tiroir, il n'y avait rien.
Mais tu l'as transformé en force. Bah bien et, sûr. Et les moments bateau, tout ça. durs font des hommes forts. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Je pense que on le sait bien, ce qui te donne la niaque, c'est aussi ce qui peut te donner la niaque, c'est de dire, tu vois, moi je viens de rien, quoi. Je veux dire, je suis pas parti en vacances jusqu'à 20 ans. Mes parents, ils avaient pas un rond, quoi, tu vois. Quand t'es gamin et que tout le monde part en colo, ski, machin et tout ça, et que toi t'as rien, pour de vrai, hein. Bah, je peux te dire que tu dis, ok, moi ça se passera pas comme ça, quoi, tu vois. Mais bon, chacun son moteur. Et donc ton moteur au début, c'était du coup un peu une faire le pognon. Une revanche. non, mais une revanche sociale, bateau. Voilà, exactement. Une revanche sociale. Et classique. Aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive quand t'as au quotidien? Non, mais enfin, la revanche sociale, c'est bon, l'adolescent qui dit moi pas, tu vois, c'est bateau, c'est un moteur comme un autre. Après, t'évolues forcément au fur et à mesure que tu sécurises ce volet, tu t'aperçois que ça dépend des gens, mais moi, c'était pas mon leitmotiv, en fait, le fric en tant que tel. C'était l'argent pour la liberté. Après, c'est plus le chemin. C'est l'entrepreneuriat, c'est un espèce de chemin aventuré, d'une grande aventure de vie, finalement. Et en plus de ça, tu t'aperçois que l'entreprise, maintenant, peut être un outil qui sert des projets sociétaux forts, de transformation puissante. Et tu vois, ça, c'est très évolutif. Tu penses pas comme ça quand tu as 22 ans, heureusement. Et c'est un cheminement. Et puis, j'ai envie de dire que si j'avais pas sécurisé mon perso, peut-être que je serais pas en train de me transformer comme quelqu'un qui va vers la philanthropie. C'est un peu facile, j'ai envie de dire. Mais c'est presque plus à ceux qui sont très aisés de le faire, finalement, parce que c'est plus facile pour eux. Donc, tu vas pas demander à quelqu'un qui déjà a du mal à finir les fins de mois de penser au monde, à la planète, alors que lui, il a déjà du mal à payer son loyer. Je pense que c'est vraiment à ceux aussi qui ont le pouvoir et l'argent, les ressources, de faire les plus grands efforts sur ces sujets-là. Et tu sais, ça aussi, dans une entreprise, les salariés le voient. Enfin, je pense que tu sais, le chef d'entreprise prend cette posture-là. Même si c'est pas toujours bien dit, parce qu'en fait, ils sont pas toujours en train de regarder ce que fait la boîte, mais de dire, voilà, c'est notre posture que de rouler en grosse voiture. Et... De toute manière, tout se voit. Et en tout cas, nous, notre vision, c'est que le chef d'entreprise qui veut faire du bien, il faut aussi qu'il soit bien dans sa vie personnelle. Complètement. Et s'il est en stress H24 par rapport en fait, à ses ressources financières, à sa famille, il y a quand même des responsabilités. Exactement. Il ne peut pas faire le bien comme si... C'est même pas que faire le bien, c'est dire, en vérité... tu sais, on en fait beaucoup là, on en dit beaucoup, c'est super, mais... Tu manges 3 fois par jour, oui, voilà, tu voyages 2-3 fois par an, c'est ça, exactement, et tu n'as pas besoin de... Exactement. Moi, T'es pas ostentatoire en plus. Exactement. Je t'ai jamais vu en grosse voiture. Non, mais tu sais, quand tu viens, parce que j'interviens pas mal dans des confs ou tables rondes avec des entrepreneurs qui se posent ce genre de questions sur les fondations actionnaires, les choses comme ça, tu t'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ont envie, en fait, mais qui savent pas aussi quel outil ils peuvent actionner. Et après, quand ils comprennent tous les outils qu'il y a aussi la dimension de devoir se lancer, en fait. Le côté averse au risque, au changement, la dépossession. C'est pas facile, la dépossession. On n'est pas programmé pour se déposséder. C'est pour ça que les gens ont du mal à faire du marche arrière. Si tu as des voitures, c'est dur de dire j'arrête d'avoir une voiture. Quand tu manges de tout, c'est dur de dire je fais le choix d'arrêter. Exactement. Tu sais, c'est une des grosses barrières aux évolutions du changement, c'est que sur le papier, bien que ce soit très cohérent ce qu'on va être en train de dire, le matérialiser dans des actes profonds, c'est très dur. Parce que l'être humain, il n'est pas constitué comme ça. Le cerveau humain, il n'est pas constitué comme ça. Donc, te déposséder de quelque chose qui a été ton leitmotiv, c'est-à-dire de faire croître ton entreprise, de gagner de l'argent, de créer de la valeur. Donc, tu vois, il faut avoir une grande motivation depuis des années, et tout d'un coup de dire il est temps maintenant de le redistribuer. Ça demande un peu de schizophrénie, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors un why profond qui te permet de passer à l'acte. C'est ça que je veux dire. Moi, je fais une petite aparté sur moi pour te raconter juste une histoire. Tu connais ma précédente expérience sur le recrutement où on plaçait des mécaniciens et des carrossiers peintres dans des garages qui avaient besoin de renfort de personnel. Et en fait, on a lancé la société en 2015 et on a pivoté 2 fois. Au début, on faisait de l'inspection pour des particuliers acheteurs qui avaient repéré une voiture d'occasion et qui voulaient l'inspecter avant. Ça marchait pas, on a pivoté, et après on faisait de l'inspection en B2B. Et après on a trouvé notre modèle, etc. Mais tout ça pour te dire que le pivot dans une boîte, t'as une île qui est extraordinaire, et en fait t'as une équipe où en fait tu vas rejoindre cette belle île, et en fait elle n'existe pas. Et de te rendre compte que cette île n'existe pas, en fait ça rend fou. Parce que du coup t'as raconté
à tes équipes que c'était la plus belle ligue et que t'étais certain qu'elle existe, en fait, elle n'existe jamais. Et donc, dans la vie, de changer, on parlait d'habitude, de changer des habitudes ou d'avoir la possibilité de se remettre en question sur un truc qui n'existait pas, et ben en fait, c'est hyper dur. Hyper dur. Et c'est ça qui fait que bien qu'on constate tous ensemble les mêmes choses, même autour d'une table dans une boîte, fait que des fois, on dit, on s'est trompé, on va par là. Les gens ne sont pas constitués de cette façon-là. Et c'est d'accepter, tu vois, de dire, je me suis trompé, en fait, tu vois. Ça aussi, c'est dur. Et personnellement, je pense qu'on est des gens qui n'ont pas la même personnalité que tout le monde. Et donc, du coup, pour certaines personnes, le pivot est hyper violent. C'est ça. En fait, ils ne se rendent pas compte que, en fait, il faut changer. Ouais. Mais pour eux, ils sont bien, ils ont leur habitude, ils sont hyper confortables, c'est rassurant. Et en fait, ça leur donne du stress. Mais tu sais, c'est un des grands piliers dont on parle tout le temps sur l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, même presque pour réussir sa vie, finalement, c'est ne pas s'installer dans cette putain de zone de confort. Tout le temps. Quand la vie est trop simple, trop facile, que tu es trop confort, tu dois sortir de cette zone-là, même à titre privé. Tu sais, le sport, la lecture, enfin les choses qui te permettent de grandir, c'est pas de se mettre dans ton canapé et regarder Netflix, tu vois, c'est de sortir de cette zone de confort sans s'auto-flageller, c'est pas ça. Pour en perpétuelle évolution, transformation de ton moi profond, quoi. Et tu peux nous parler un peu de ce sujet? Tu fais du sport, tu te mets dans le dur au niveau des preuves physiques. J'en connais tellement d'entrepreneurs qui sont pareils à faire des trails, des treks, des machins. Enfin, tu vois, c'est la même chose. C'est juste que les gens, ils sont curieux de voir, en fait, jusqu'où ils peuvent aller. Mais c'est pas qu'une question de. C'est pas l'idée d'être le plus fort. C'est moi avec. En fait, le combat, il est avec soi-même. Ouais. Donc, en fait, c'est juste de dire je vais te mettre dans cette situation-là et je veux voir toi, parce qu'il se parle à soi-même, ou je veux voir moi. Ce que je veux dire, c'est comment je vais réagir dans une situation où je suis inconfortable. Toi, tu fais un parallèle entre les épreuves sportives que tu as pu faire et du coup les épreuves de l'entrepreneuriat où c'est la même chose. Tu as vécu des up and down ou des... Ouais, c'est ça. C'est la même chose. C'est les mêmes mindsets, c'est les mêmes ressorts. Et donc, c'est ce qui te permet d'aller au fond de toi-même et de comprendre aussi qui tu es. Tu vois, d'aller vraiment au fond des choses. Parce que sinon... Le confort te rattrape, tu bouges plus, les années passent, il se passe plus rien. Mais tu dois, on a tous des zones dans lesquelles on est très à l'aise, des zones dans lesquelles on n'est pas du tout à l'aise. Si tu les embrasses pas, ces zones dans lesquelles t'es pas à l'aise, tu vas jamais devenir meilleur, pas le meilleur, devenir meilleur en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et finalement, je crois que le chef d'entreprise, c'est ça. C'est pas le mec qui est le plus fort, le plus intelligent. C'est le mec qui ose aller dans ces zones d'ombre, dans ces zones de peur. Tu peux nous parler concrètement d'un cas en fait que tu as vécu dans une épreuve perso, moi par exemple du sport notamment. Non mais moi moi j'étais moi je suis quelqu'un de très introverti, j'étais un geek, tu vois. Moi à l'école j'étais très bon élève, ça se passait bien, mais j'étais pas quelqu'un de très sociable. Et quand tu entreprends et qu'il faut commencer à prendre la parole en public ou les choses comme ça, c'est pas forcément les choses avec lesquelles tu es à l'aise au départ, tu vois. Donc c'était des zones que j'ai dû travailler. Tu vois, la prise de parole en public, devant un auditoire, maintenant j'en fais plein. Et ce que je veux dire, c'est qu'au départ, c'était pas des choses que j'aimais parce que j'étais naturellement quelqu'un qui était introverti et qui était pas très sociable. Donc tu vois, ça paraît paradoxal quand tu gères des centaines de mecs de dire ça, tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire que tu as aussi fait un travail sur toi pour évoluer sur ces sujets de relations sociales, de prise de parole, de choses comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres. Parce qu'en fait, finalement, l'entrepreneur, il est protéiforme dans le sens où il fait plein de choses diverses et variées. C'est pas un spécialiste, c'est un généraliste. Et tu as des gens qui sont extrêmement forts et puissants sur un segment, mais qui vont pas balayer tous les registres. Il va leur manquer des ressorts. Et finalement, ce que je regarde, moi, par exemple, si j'investis dans une boîte, c'est plus la capacité du mec à se remettre en question, à pas avoir de tabou. Et à dire, mais non, en fait, je m'en branle, ça marche pas, je vais faire différemment. Et en fait, comme un mec qui a plein de clés, qui essaye jusqu'à temps qu'il trouve le truc, au lieu de dire, non, tu sais, la posture du mec sûr de lui, etc., elle est très dangereuse, finalement. Et tu parlais tout à l'heure d'embrasser les zones d'ombre. En plus, on se rend compte que quand on y va, il faut juste y aller. Exactement. C'est pas si dur, en fait. Mais c'est ça. Et en fait, on se fait souvent une montagne de quelque chose. Et en fait, quand on est dedans, finalement, c'est facile. C'est ça. Et c'est comme le végétarisme. Tous ceux qui sont venus, ils se sont dit, mais putain, en fait, c'est trop facile. Alors que les mecs se disent, oh, putain, je vais arrêter, mon Dieu, comment je vais faire mon fromage, j'adore le fromage, j'ai entendu 1 milliard de fois. Et en fait, le mec,
tous ceux que j'ai connus qui sont passés végétariens ou végétaliens, au bout de 2 mois, ils disaient putain, mais en fait, je m'en faisais tout un pataquès, c'est que dalle, quoi. Je dis ouais, comme tout, quoi, comme tu es en train de dire. Comme t'arrêtes la cigarette. Comme t'arrêtes la cigarette, c'est juste ton. En fait, c'est une représentation les barrières, mentale. c'est nous qui les mettons. C'est l'inconscient qu'on a tous dans notre tête, la petite voix. Et c'est toi qui mets tes barrières à ta propre vie. Hein. C'est pas les autres qui te disent tu peux pas faire ça, t'es pas capable. C'est toi qui te mets tes barrières. Ça, c'est pour tout, pour le sport. Le mec qui décide de traverser l'Europe ou la France à pied ou je sais pas, d'être champion du monde, s'il se met pas les barrières, qu'il les enlève et qu'il y croit, bah, je t'assure, il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu nous parlais d'investissement. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes quand tu investis dans une boîte ? Bien sûr, le projet, dans un premier temps, s'il est en cohérence avec mon why, tu vois, avec ce que je porte comme sujet, moi, personnellement. Et après, la team, il faut pas se leurrer, mais la team, elle est super importante. C'est-à-dire, est-ce que je me sens bien avec ces mecs-là ? Est-ce qu'ils m'inspirent confiance ? Tu vois, est-ce que j'ai envie de soutenir leur projet ? Mais d'abord, tu vois, quand je reçois le deck, c'est d'abord, bon, ils font quoi ? Okay, est-ce que ça sert de monter une boîte comme ça ? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui avec la société en 2024 ? Ça, pour moi, c'est fondamental. Si les trucs 2.0 qui servent à rien, même s'ils vont marcher, je m'en branle, quoi, tu vois. Et après, la team dans un deuxième temps, quoi. Mais même pas la création de valeur, en vérité. Ouais, je suis pas là en train de me dire, ouais, je vais faire x10, fois... T'es plus sur je pense que le mec qui investit, c'est vraiment... C'est pas là, quand tu investis dans des boîtes, c'est pas pour gagner de l'argent, fondamentalement. Tu peux placer ton argent dans des trucs beaucoup plus safe. Il y a encore beaucoup d'investisseurs qui pensent en premier lieu à l'argent. Ouais, peut-être pas les VC, mais non, mais quand tu gères de l'argent qui n'est pas à toi, c'est pas la même chose. Par exemple, on te confie de l'argent pour que tu le fasses fructifier. Tu as une responsabilité vis-à-vis de celui qui t'a confié de l'argent. Je trouve que c'est pas la même chose. Quand c'est mon argent que je mets, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a investi, par exemple, dans la start-up que j'ai montée, des gens qui ont investi dans ma boîte. J'ai une responsabilité vis-à-vis de gens qui ont décidé de me faire confiance en me donnant de l'argent, en me confiant de l'argent. Dont là, j'ai plus envie de faire fructifier quand même cet argent par respect pour leur confiance aussi, tu vois. C'est pas la même posture. Mais quand c'est ton argent, t'en fais ce que t'en veux. C'est pas la même chose. Mais quand on te confie de l'argent, c'est qu'on a confiance en toi. Et donc là, quand même, tu pondères les choses différemment, je trouve. Hyper intéressant. T'investis beaucoup ou c'est juste quand on vient de chercher Je suis pas un professionnel. Tu sais, les mecs les entrepreneurs, c'est pas des professionnels de l'investissement. Ils investissent un peu comme je te dis. Ils ont pas, à moins qu'ils montent un fonds et qu'ils y mettent de l'argent avec des salariés, qu'ils le fassent de façon très professionnelle. Très souvent, c'est un pote, pote de pote, le mec, il est bien, j'aime bien sa tête. Enfin, on n'est pas des professionnels de l'investissement, en vérité. C'est ton ressenti, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ton cercle proche, etc. Après, il y en a qui décident de le faire de façon pro parce qu'ils ont fait un exit, qu'ils ont du temps, de la bande passante, du temps de cerveau disponible pour regarder profondément les sujets. Et donc, de dire, moi, je fais l'investissement pour être un investisseur. Donc là, c'est différent. Parce que quand tu es en train d'opérer ta boîte, tu fais ça à côté. Tu vois, t'es pas focus sur tes invests. Quand tu as fait un exit et que tu as de l'argent et que tu veux le faire fructifier, tes investissements sont un peu plus, je pense, calibrés, focus, réfléchis, posés et faits de façon professionnelle. Et après, tu as la dernière la dernière étape qui est, je monte un fonds, j'ai une équipe dédiée à de l'investissement de façon professionnelle avec une volonté ou pas d'avoir un retour sur investissement significatif ou pas, suivant les profils. Toi, si je te dis Rodolphe, dans 10 ans, qui gère un fonds d'investissement, tu me dis que je suis fou ou que c'est possible ? Non, c'est possible, ouais. C'est possible. J'y pense, ouais. Enfin, j'y pense, je le ferai, j'en suis sûr. Fonds d'investissement à impact. Ouais, c'est ça, c'est cool. Mais en fait, de pouvoir soutenir des projets que tu aimes, quoi, tout simplement. Tu as des mecs qui montent des trucs, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais ils ont une idée qui est tellement dingue. La transmission aussi. Enfin, tu as quand même une expérience d'entrepreneur forte que tu as envie de transmettre. Oui, t'es l'huile dans le moteur, tu vois. Tu viens permettre à des projets de... Tu l'as vécu quand toi, tu commençais, donc c'est hyper important. Ça, j'en suis sûr. Et aujourd'hui, c'est quoi ton style de vie ? Tu travailles comme un dingue tous les jours ou au contraire, tu as le temps de prendre de recul pour porter la vision de ton groupe ? C'est quoi un peu ta routine ? Ma routine, j'avais dit que je poussais fort jusqu'à 45 ans, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, j'ai fait un pas de côté. Maintenant, je fais plutôt 4-3. 4 jours de travail parisien, 3 jours sur les sujets philanthropiques, justement, dont on a parlé en amont,
notamment en Normandie, où il y a le domaine où on expérimente tout ce dont on vient de parler sur le rewilding, des choses comme ça. Tu peux nous parler un peu de ton domaine en Donc c'est un domaine de 200 hectares qui est complètement laissé en libre évolution et qu'on suit avec des naturalistes, des scientifiques qui servent de projet pédagogique sur ce fameux rewilding, c'est-à-dire de grands espaces dans lesquels il n'y aurait pas d'activité anthropique du tout, pas de coupe d'arbres, pas de chasse, pas de pêche, pas d'activité de pastoralisme. Et quand tu vois un chasseur, tu fais quoi? Je sors mon fusil. Parce qu'il y en a des... Oui, mais en fait, c'est quand même les chasseurs, c'est des gens avec qui tu as des relations. On n'est pas des... Oui. Et on les connaît. Pas de foutre sur la gueule avec lui, oui, bien sûr. Et on s'inscrit localement. On n'est pas là en frontal, tu vois. C'est important. Donc voilà, passer du temps sur ces sujets-là qui m'animent beaucoup. Et je suis en connexion avec beaucoup de gros assos, Rewilding Europe, tout ça qui bosse sur ces sujets-là. On est en train de travailler pour essayer de faire naître un grand espace de libre évolution étatique en France qui ferait 40 ou 50 000 hectares. Donc on travaille ensemble sur des sujets comme ça. C'est un peu aussi Claire Renouvian avec son asso Bloom qui voudrait laisser des grands espaces, tu sais, dans l'océan dans lequel il n'y aurait pas de pêche. C'est la même chose, c'est de dire ces grands espaces-là, en fait, ne servent pas à rien. Ils régénèrent les populations, ils régénèrent le vivant et ils servent de façon écosystémique aussi l'être humain. C'est quand tu as des grandes zones de pollinisateurs avec plein d'insectes, mais ils ne restent pas circonscrits à ton domaine. Ils vont aussi ailleurs polliniser les arbres, les fruits, les maraîchers, etc. Donc, en fait, tu sais, il y a des calculs qui ont été faits sur tous les services écosystémiques. C'est des milliards et des milliards dans tous les domaines. C'est-à-dire que les arbres qui purifient l'air, les pollinisateurs qui pollinisent les arbres ou les vers de terre qui font le labour naturel, ils ont bien plus d'importance. Ils sont prépondérants dans les systèmes dynamiques du vivant sur Terre. S'ils ne sont pas là, demain, on meurt pour de vrai. Donc, en fait, ce n'est pas des zones qu'on laisse à l'abandon comme des friches, comme les gens disent. Il se passe beaucoup de choses sur ces zones-là. Donc, ces projets pédagogiques qui servent d'ancrage. On fait passer des élus sur place, on fait passer des entrepreneurs, des groupes d'entrepreneurs qui s'intéressent à ces sujets-là pour essayer de faire tache d'huile et de dire, en fait, on peut avoir une autre posture vis-à-vis de ce vivant-là. C'est un être au monde un peu différent et ça ne change pas grand-chose finalement à ce que nous, on initie dans notre quotidien. Donc voilà, donc j'y passe 3 jours au minimum par semaine. Donc on va dire 3 jours qui est dédié moins au business et 4 jours un peu parisiens dans lesquels je mène mes affaires. Okay. Hyper intéressant. Pour la petite aparté, c'est un de mes objectifs aussi. Alors en fait, je me suis toujours dit que si un jour j'arriverais à avoir suffisamment d'argent, j'adorerais racheter, tu vois. Alors moi, j'étais parti sur les forêts primaires, en me disant, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de forêts primaires, c'est hyper compliqué de les conserver, et j'adorerais racheter des terres et les laisser vivre, que ce soit une fondation, et les laisser sans impact, et sans que même un être humain ne puisse pas aller sur place. Alors, ça, c'est une vraie posture, on pourra en parler, parce que enlever Homo sapiens du biotope, pour moi, ça se discute, parce que Homo sapiens fait partie du biotope. Nous, on a choisi sur le domaine du costil de ne pas enlever l'être humain dans le sens où on accepte que les gens viennent se promener de façon modérée, parce que, par exemple, en ce moment, c'est les oiseaux qui sont en train de pondre, c'est la nidification, c'est les mammifères qui se reproduisent, donc on veut du calme sur le site. Tu vois, il y a plein de faons, il y a plein d'oiseaux qui nidifient partout, donc on veut... C'est comme ils ont peur de l'être humain, il faut assez modérer ce genre de... Mais par contre, pas retirer Homo sapiens du biotope, je pense que c'est important, c'est pas audible. Et sur ce des forêts primaires dont tu parles, il y a Francis Allais, tu sais, qui est le botaniste très connu, qui a étudié les canopées en Afrique, en Amérique du Sud, qui bosse depuis 20 ans sur faire renaître une forêt primaire en Europe occidentale, parce que la dernière forêt primaire, elle est en Pologne, dans l'Est, la forêt de Wirnowska, dans laquelle il y a des bisons encore. Et donc, il y a des projets qui sont en train de naître et de mûrir sur l'idée de faire renaître une forêt primaire, donc une forêt dans laquelle il n'y aurait pas d'activité humaine, peut-être que la promenade, et de se projeter dans des temps longs, parce qu'il faut savoir que pour qu'une forêt primaire ait toute sa densité du vivant, c'est 1000 ans. 1000 ans. Donc, c'est pas la vie, c'est pas l'échelle de vie d'un homme. C'est en gros, tous les 100 ans, tu imagines, tu prends une forêt, 100 000 hectares de forêt, il n'y a pas de coupe d'arbres, il n'y a pas de chasse, il n'y a rien, il y a juste, tu peux te promener. Tous les 100 ans, tu as 10% de sa capacité de sa capacité maximum du vivant qu'il y aura. Pour qu'elle devienne en gros une forêt type forêt amazonienne ou de Malaisie ou de choses comme ça. Donc t'imagines un peu comment les échelles de temps humain sont pas du tout les échelles du temps du vivant. Quand le mec te dit oui, c'est une forêt domaniale, on protège la faune, la flore, c'est pas vrai. Dans une forêt domaniale, il y a de la coupe d'arbres, il y a de la chasse, etc. Donc en fait, elle n'est pas du tout
remplie de toute cette dynamique du vivant qu'elle pourrait abriter si on la laissait tranquille. Hyper intéressant. Ouais, c'est intéressant. Moi, ce qui est important de préciser dans ce podcast aussi, Rodolphe, c'est que tu as été le premier qu'on a appelé. Donc ça, c'est hyper important. On se souvient surtout des premiers qui ont cru en la société. Je t'ai appelé pour te demander ton avis sur Bakerstaff. Et tu as été le premier à me répondre très franchement. Évidemment, si on est là, c'est que tu as confirmé que c'était une bonne idée. Et maintenant, c'est une entreprise en forte croissance. Donc, mais voilà, je tenais à te remercier pour ça. Juste pour la petite anecdote. En fait, te demandant s'il y avait une pénurie de personnel sur l'univers de la boulangerie. Ouais. Tu m'as tout de suite questionné. Tu m'as pas donné ton avis tout de suite. Tu m'as tout de suite questionné sur ce que je faisais avant. J'ai expliqué que je faisais du recrutement dans l'univers de l'automobile où c'était hyper tendu sur le recrutement, notamment sur le poste de mécanicien et de carrossier peintre. Quand tu amènes ta voiture pour faire une révision, en fait, on te dit 2-3 semaines pour changer un pneu. Donc le gars, il va en face et tu perds du chiffre d'affaires. Dans la boulangerie, c'est différent. Si t'as pas de boulanger, t'as pas de pain. Et en fait, moi, je me suis toujours dit ça parce que mon papa était meunier. C'est ça. J'ai un grand-père pâtissier, 2 oncles pâtissiers, et il n'y a pas de solution efficace sur le marché pour avoir du renfort de personnel en cas d'absence, en cas d'arrêt, en cas de recrutement poussif. Il y a 2 chiffres qui sont intéressants et qui montrent qu'il y a un vrai changement structurel dans la société au niveau du personnel. Il y a un délai de recrutement qui est passé de 1 à 3 mois dans la boulangerie. C'est énorme. C'est faux. Et il y a un nombre d'arrêts de travail qui a fait plus 30% en 2 ans. Le Covid n'a rien arrangé à tout ça, donc c'est du délire. Et une partie de la population cherche une chose, c'est la liberté. Ce que toi, tu donnes avec en fait toute ton équipe, c'est que chaque personne est autonome. Tout le marché, en fait, est pas comme toi. Même, c'est très rare les gens qui sont comme toi. Et donc, du coup, les gens passent par de plus en plus le statut auto-entrepreneur, qui a été créé en 2009 et qui donne de la liberté. Si tu bosses quand tu veux, t'augmentes tes revenus, tu prends des vacances quand tu veux. Ça, avant, c'était du délire. Et aujourd'hui, les gens restent plus 20 ans dans la même boîte. À part s'il y a vraiment un pourquoi incroyable et qu'il y a une vraie aventure. Mais l'aventure, ça correspond pas à chaque entreprise. Donc nous, en fait, on a créé Bakerstaff sur ce principe-là, c'est qu'il y a un gros problème de recrutement et il n'y a pas de réponse en face. Et donc, je t'ai appelé et tu m'as questionné et tu m'as dit, allez, fonce, c'est une trop bonne idée. Je te demanderai après ton avis. Mais tu étais un des premiers que j'ai appelé. Et du coup, ça donne la porte ouverte à ton avis sur Bakerstaff. Qu'est-ce que tu en penses pour le marché? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour toutes les boulangeries, prenons une ou plusieurs, d'avoir une soupape, une variable d'ajustement en cas de problème, quoi? Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est cette variable d'ajustement qui manquait, mais cette variable d'ajustement un peu modernisée. Ou dans lequel tu proposes un profil qui va être son propre patron, qui va avoir cette impression de liberté, ce qui est réel d'ailleurs. Le sujet préoccupant pour une entreprise, c'est exactement ça, c'est de se dire, si mon boulanger, en réalité, si j'ai 2-3 entités et qu'il y en a un qui vient pas le matin pour cuire le pain, qui s'est raté pour X raison, qui est malade, j'ai un réel problème, parce qu'on cuit tous les jours le pain dans nos fournils, et ça, c'est indéniable. Tu as besoin d'une personne qui sache le faire. Donc, il existait des solutions un peu archaïques et il y avait besoin de dépoussiérer. Vraiment, et c'est l'approche que vous avez prise qui est intéressante, c'est de moderniser. Puis aussi, l'entreprise, c'est aussi ça, c'est souvent dépoussiérer, moderniser cette approche-là. Et le sujet, ça va être d'être en capacité de fournir des profils de qualité pour gagner pas en reconnaissance, mais en confiance de la part des entreprises. Parce qu'à partir du moment où on se dit, je décroche mon téléphone, mais je vais avoir quelqu'un qui rapidement va être capable de prendre le poste et de faire le travail, là, ça va, c'est bon. Ça fait pas peur à un boulanger. Mais je suppose que dans ton expérience précédente, c'est la même chose. Tu as besoin d'envoyer des gens compétents. Et donc, oui, je pense que ça fait... moi, je te l'ai dit, je connais bien le marché et il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a de la place pour ce genre d'initiative. Super. Et encore plus dans la boulangerie. Nous, sur le métier de mécanicien, ton mécanicien, il n'est pas là du jour au lendemain. Oui, ok, tu peux attendre. Ton rendez-vous d'un jour. Dans la boulangerie, tu peux pas dire en fait, à tes clients qu'il n'y a pas de pain ou que le pain est mal exécuté parce qu'il est bourré de sel ou autre. Enfin, voilà, il y a une vraie problématique d'exécution et de bonne exécution.
Et c'est une perte de chiffre d'affaires aussi. Si t'as pas de pain à vendre. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait, si le mec s'est pas levé, t'es foutu. Enfin, t'as la vendeuse qui t'appelle et qui te dit, il y a pas de boulanger, j'ai pas de pain, j'ai pas cuit les croissants. Enfin, le truc classique, quoi. Et t'es dans un univers de plus en plus concurrentiel. T'as des créations en plus, donc ça augmente le nombre de boulangeries. Et donc, du coup, forcément, si ton client il vient et que t'as pas de pain, bah, il va aller en face. Et peut-être qu'en face, c'est bon et tu perds un client. Ah merde. Et voilà. Bakerstaff, nous, l'idée, c'est d'apporter une solution au marché qui est durable et qui représente la variable d'ajustement pour tous ces boulangers qui n'ont pas de RH qui est dédié aux arrêts de travail et aux absences. Voilà, on ne peut pas avoir une RH qui est dédiée à ça. Donc, ils externalisent tous leurs problèmes d'absence, d'arrêt. Il y en a de plus en plus, on l'a dit, plus 30% en 2 ans d'arrêt. Ça a considérablement augmenté après la Covid. Ils externalisent leurs soucis RH chez nous. Nous, on est ravis de s'en occuper parce que c'est notre activité et on fait que ça. Et pour être très bon dans une activité, il faut faire que ça. On aide les boulangers et ça leur coûte pas forcément plus cher. Il y a des clients qui nous confient que voilà, c'est même moins cher que certains salariés. Évidemment, nous, on veut pas remplacer les salariés parce que c'est les participants de l'évolution et de la performance de la société. Sauf qu'il ne faut pas les mettre dans une situation de stress et leur rajouter des heures supplémentaires qui, à la même occasion, coûtent très cher. Il faut les aider. Et en les aidant, c'est en leur donnant du personnel extérieur en cas de rush, de renfort, de pic d'activité. Il y a certains moments de l'année où il y a des pics d'activité. C'est la vie d'une entreprise. Et il y a des absents. Voilà. Où il y a même des choses qui sont des très bonnes nouvelles. Des congés, des vacances. Oui, les salariés, même dans la boulangerie, se reposent. On a même des clients qui veulent diminuer le nombre de jours de travail dans la semaine pour rééquilibrer, en fait, du coup, la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est pas parce qu'on est boulanger et qu'on est passionné qu'on n'a pas le droit aussi à avoir 2-3 jours par semaine de repos. Et ça, quand on parle à un chef d'entreprise, on nous dit non mais c'est pas possible, moi je peux pas. Bah si, avec Bakerstaff, tu peux, clairement. Nous, on te place quelqu'un qui fait le 0,5 en plus, qui en fait un individu, on peut pas le couper en deux. Et donc du coup, voilà, nous on a beaucoup de profils sur la plateforme, motivés, qui veulent travailler. Et c'est ça qui est le plus important, c'est la motivation. Et ce qui est important de préciser, c'est comme tu dis, on fait des missions ponctuelles. Nous, on est là pour des remplacements, des renforts d'équipe. Voilà, c'est vraiment des missions qui durent entre 1 semaine à 6 mois. C'est le patron qui décide en nous contactant et on définit ensemble, entre guillemets, la durée initiale, parce que ça peut être un mois renouvelé en fonction des besoins, s'il y a un renfort d'équipe qui est toujours pas fait. C'est ça qui est hyper intéressant. On est une variable d'ajustement. On remplace personne. Au contraire, on est le petit surplus qui va améliorer et la vie des salariés et du patron sur place, plutôt que d'avoir 3 personnes sous l'eau pendant 2 mois parce qu'il y a une personne qui n'est pas là. Et pendant 2 mois, on fait appel à Bakerstaff, il y en a un en plus, et tout le monde est content. Et les trois salariés sont pas énervés de travailler plus, et du coup le patron prend pas le risque d'en perdre un deuxième en plus, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc voilà, l'idée c'est simplement une variable d'ajustement dans les équipes au bon moment, quand il faut, avec la bonne personne. Voilà. C'est ça Bakerstaff. Ah, mais c'est toujours intéressant en fait d'avoir ton avis. Voilà. Et après, nous, pour te donner un peu des chiffres sur Bakerstaff, aujourd'hui, on a plus de 150 clients. Bravo. Et les clients font appel à nous pour des missions de 1 semaine jusqu'à 6 mois. Ah ouais, c'est pas mal. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Ouais. Et parfois même, ils peuvent embaucher en fait l'extra qui est venu chez eux. Tu l'as été, extra, c'est un début de carrière ou c'est un milieu ou une fin, mais ça correspond à un moment de vie. C'est ça. Qui peut être très intéressante. Nous, pour citer ton cas, on a un paquet de boulangers-pâtissiers qui font des extras pour faire un complément de revenus, ou alors on a des gens qui se mettent à leur compte pour augmenter considérablement leurs revenus pour acheter un point de vente. Ils font un apport. C'est ça. Nous, on a des productifs qui travaillent comme des dingues et qui dépassent les 5-6 000 euros de revenus mensuels. Ce qui, dans la boulangerie, tu le sais, est hyper élevé. Ouais. Et donc, du coup, on donne la chance à des jeunes profils hyper talentueux. Évidemment, c'est eux qui font le travail. Nous, on leur envoie des clients. On gère la partie administrative. Ils n'ont rien à faire à part bien faire le travail. Et ça, on règle une grosse problématique là du côté des candidats. On a parlé des clients, mais du côté des candidats, c'est qu'il y a beaucoup de profils qui aimeraient être à leur compte, mais ils n'ont pas envie de prospecter.
ils ont pas envie de faire des factures, de déclarer leurs revenus. Nous, on fait tout pour eux. Et pour eux, c'est déliant. Parce que du coup, ils ont tous les avantages sans les inconvénients. Non, mais c'est super. Quand tu simplifies comme ça les choses pour que les choses se fassent naturellement et plus facilement, c'est toujours agréable de part et d'autre, en fait. Donc, c'est très bien. Et comme tu dis, c'est bien. Enfin, le côté, je peux travailler plus, gagner de l'argent et pouvoir... Parce que j'ai un projet perso, c'est super agréable parce que c'est difficile de trouver aussi toi-même tes clients et de savoir où est-ce que tu dois taper, etc. Donc, tu es une passerelle entre ces deux mondes. Donc, et on a aussi des anciens chefs d'entreprise qui ont un peu moins aimé le côté gestion et qui se remettent en fait sur le marché du travail. Et tu t'en doutes, le gap de chef d'entreprise à salarié, il est dur. Et donc, du coup, c'est l'entre-deux entre chef d'entreprise où tu as beaucoup de responsabilités et salarié où, du coup, tu respectes vraiment un planning, tu as un vrai lien de subordination. Là, tu es l'entre-deux. Donc, tu choisis tes missions, tu choisis quand tu pars en vacances, tu choisis ton volume horaire. Si tu as des semaines où tu gardes ton enfant et tu n'as pas envie de travailler, tu peux. Si tu as envie de faire 6 mois à fond et 1 mois de vacances, tu peux. C'est ça. En fait, tu reprends la main sur ton emploi du temps et en fait, ça paraît un détail, mais c'est pour les candidats que nous, on a. Je pense que on a plusieurs centaines, c'est du délire. C'est ça. Ils nous remercient souvent, en fait, du changement de vie qu'ils ont. On parlait de lifestyle, de routine, etc. Bah, du coup, ils ont un lifestyle qui change. Complètement. Et c'est pas comme un métier de cadre sup où, en fait, ils peuvent prospecter. Là, c'est un métier de passion, technique, où ils veulent se concentrer sur leur travail, et pas sur envoyer des factures. Merci Rodolphe, en tout cas, c'était un bon moment. Hyper intéressant. On te revoit vite et bonne chance, merde, pour tous tes projets. Tu vas y arriver et on espère te voir très très haut le plus haut possible en fait, dans les prochaines années, quoi. Et merci à vous. Merci pour si l'invitation. on peut être membre de ton fonds d'investissement, avec plaisir. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des gens sensibles à la libre évolution. Je garde ça en tête. On va s'en parler. Avec plaisir. Ciao. Merci encore.